Bon, bah, écoute, tout d'abord, vraiment merci à ceux qui ont organisé cette réunion. Alors, l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est sûrement une des plus vieilles maladies du monde, mais ça agite encore les foules, donc ça veut dire qu'il y a encore des trucs à découvrir. Donc, voilà, je suis très, très honoré de participer à ça. Donc, Arnaud est manifestement la vedette là pour quelques minutes. Donc, il va démarrer par la présentation des différents phénotypes du syndrome d'insuffisance cardiaque aiguë. Et après quelques questions, on passera à un sujet plus de diagnostic. Vous savez, pour ceux qui sont intéressés par l'insuffisance cardiaque aiguë, je pense qu'aucun des présentateurs ne mettra notre papier qui est sorti aujourd'hui, parce que là, vous aurez été très, très fort. Non, ça, je l'avais pour toi. Alors, on a fait un papier qui est sorti dans European Journal of Heart Failure aujourd'hui sur les modifications de mortalité et de morbidité au fil des 30 dernières années sur l'insuffisance cardiaque aiguë. Et on montre que la mortalité de l'insuffisance cardiaque aiguë aux urgences diminue au fil des 30 dernières années, quasiment de la même manière dans les 4 coins du monde. C'est une cohorte de plus de 15 millions d'insuffisance cardiaque aiguë. En revanche, et ça c'est le nombre d'insuffisances cardiaques aiguës évidemment augmente, la mortalité diminue, mais là où on a un énorme trou dans la raquette, parce que probablement qu'on ne regarde pas ça assez, mais il n'y a aucune modification de la réhospitalisation dans les mois ou dans l'année qui suit l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, on reste encore pas très, très bon dans la mortalité parce que la baisse, même si elle est constante, elle est toute faible. Donc là, il y a encore énormément à faire. Mais alors, dans la réhospitalisation, là, on est encore plus mauvais, probablement parce qu'on ne comprend pas assez l'insuffisance cardiaque aiguë. Alors, Arnaud va nous aider parce qu'effectivement, il y a différents phénotypes. Donc, il y en a peut-être quelques-uns qui sont accessibles à des traitements qu'on a aujourd'hui. Peut-être que d'autres... il faudrait pointer le fait que d'autres ne sont pas accessibles aux traitements habituels et qu'il faut que l'industrie s'y attelle pour trouver des nouveaux médicaments. Mais quelles que soient les conditions, les malades continuent à être réadmis après insuffisance cardiaque aiguë. Et ce qui est intéressant, c'est que le taux de réadmission est très élevé, puisqu'on a en gros presque 50% des patients admis quel que soit le coin du monde pour insuffisance cardiaque aiguë, la moitié sont réadmis dans l'année qui vient. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont admis évidemment beaucoup pour des raisons cardiovasculaires, mais parfois aussi pour des causes non cardiovasculaires, ce qui montre bien, mais je pense qu'Arnaud va nous en parler, qu'on est en train de parler de personnes qui sont avec multiples comorbidités, souvent âgées, comorbides. Ce qui a fait dire d'ailleurs récemment dans un éditorial que l'insuffisance cardiaque aiguë et le Covid avaient des phénotypes qui sont similaires. Bonjour à tous, en tout cas, merci Alexandre, tu as très bien meublé. C'est assez complet quand même, la séance d'aujourd'hui est assez complète, hein, puisqu'on part du phénotype et des examens complémentaires. Stéphane nous parlera des traitements. Voilà. Bon, Arnaud, à toi. Allez, on y va. Donc voilà, je vais vous parler dans un délai précis du SICA, hein, le syndrome d'insuffisance coronarienne aiguë, qui est effectivement un mode de consultation fréquent dans les services d'urgence. Alors, ce SICA, en fait, au niveau épidémiologique, c'est la première cause d'hospitalisation des plus de 65 ans. Ça génère 150 000 à 200 000 séjours par an, dont la durée moyenne va être d'une dizaine de jours. La mortalité est effroyable pour une pathologie aussi fréquente, puisqu'on est à 12% de mortalité pendant l'hospitalisation et 40% de mortalité dans les 2 ans qui vont suivre le premier épisode de SICA. Alors, c'est des données qui datent un petit peu, hein, datent de 2013, mais ça reste encore des données tout à fait cohérentes par rapport à nos activités actuelles. Alors, je vais vous parler des différents phénotypes que l'on peut retrouver dans le SICA. Et en gros,
Pour faire simple, ce qui a été sorti au niveau de l'ESC en 2016, hein. Alors d'habitude, il y a une réévaluation tous les 4 ans des recommandations de l'ESC. Là, ils ont pris un petit peu de retard et du coup, on n'a pas eu encore la remise à jour 2020 de cette prise en charge. Et bien en fait, on va séparer 3 concepts. Le concept vasculaire, le concept cardiaque et le concept mixte du SICA. Alors en quoi ça consiste en détail? Eh bien, ces éléments-là, la différence entre les 3, ça va être fait grâce à l'échographie. On va en reparler un petit peu plus loin dans les examens. Le concept vasculaire, c'est quoi? C'est l'insuffisance cardiaque à fréquence d'éjection préservée. Les symptômes prédominants au cours de ce tableau vont être l'élévation de la pression artérielle, la congestion pulmonaire, et puis une fraction d'éjection qui va être supérieure ou égale à 50%. Le concept cardiaque, c'est un tableau d'aggravation progressive avec une FESG qui va être diminuée. La pression artérielle de ces patients elle est souvent normale. Il y a peu de signes de congestion pulmonaire. Il y a de gros œdèmes. Et puis, donc, je vous disais, cette fraction d'éjection qui va être inférieure à 40%. Et puis, voilà. On ne peut pas parler de la mixte, hein, forcément, qui va être un mixte des deux. Alors, si on peut résumer rapidement les causes de ce SICA, voilà, on les trouve ici. Hein, il y a 5 scénarios qu'on va détailler un petit peu plus loin. Mais vous voyez, la grande majorité des scénarios, ça va être des insuffisances cardiaques aiguës hypertensives ou des décompensations d'insuffisance cardiaque chronique. Alors on peut même isoler 6 scénarios différents. Premier, c'est la décompensation aiguë d'une insuffisance cardiaque chronique qui va se traduire par les œdèmes périphériques et la congestion. Ce sont des symptômes dans lesquels il n'y a pas forcément de poussée hypertensive et il n'y a pas de signe de choc. Deuxième élément, c'est l'OAP cardiogénique qui va être lié à une détresse respiratoire aiguë avec une tachycardie, une orthopnée, crépitant. Enfin, c'est vraiment l'OAP tel qu'on l'a appris dans nos livres et qui va être d'origine d'une dysfonction de la pompe cardiaque. Alors après, il y a toutes les dysfonctions que l'on peut imaginer, notamment en premier tir, la fibrillation auriculaire. L'insuffisance cardiaque hypertensive, hein, qui, je ne reprends pas les signes de l'insuffisance cardiaque, mais qui est liée à une poussée hypertensive avec une PS qui va être largement élevée par rapport à la PS habituelle du patient. Dans les choses les plus rares, le choc cardiogénique, hein, où là, on va avoir associé à cette congestion pulmonaire de l'hypoperfusion tissulaire avec une pression systolique basse. Hein, je vous rappelle, la définition d'une systolique basse, c'est 90 mm, inférieur à 90 mm de mercure ou 40 mm en dessous de la pression artérielle du patient. Ça va être aussi, on peut aussi la définir comme un abaissement de la pression artérielle moyenne de 30 mm de mercure, et puis une oligoallurie inférieure à 0,5 millilitres par minute. L'insuffisance cardiaque droite isolée, dans laquelle on n'a pas du tout de signe de congestion, qui a une turgescence jugulaire, des œdèmes, des bonds inférieurs, et puis une baisse de la pression de remplissage du ventricule gauche à l'échographie. Et puis enfin, vous avez l'insuffisance cardiaque post-syndrome coronarien aigu, avec un tableau polymorphe qui va survenir dans les complications immédiates de l'infarctus du myocarde. Alors, pour se rappeler un peu des causes curables du syndrome de l'insuffisance cardiaque aiguë, bien voilà, l'ESC 2016 recommande l'algorithme CHAMP. Coronary syndrome, hypertension, arrhythmia, mechanical, hein, donc des lésions de valve, et puis pulmonary embolism. Alors moi j'étais plutôt champagne, mais si vous voulez la version française, on peut faire la mâche. Hein. Voilà. Mais voilà, autant rester au champagne. Alors, pour résumer, hein, professeur Mabasa, vous ne pouvez pas ne pas admirer ce magnifique tableau. Donc, ce travail qui a été fait, qui permet de résumer, en fait, tous les scénarios qu'on a évoqués dans les diapos précédentes, et le tout sans utiliser l'échographie. Vous voyez, là, en fait, dyspnée, congestion, pression artérielle supérieure à 140 mm de mercure, avec un début brutal, des œdèmes, une normopolémie, bien voilà. On va dans le cadre de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée.
je vous laisse prendre connaissance de ce tableau. Mais vous voyez, simplement avec la clinique et peu de données autres que cette clinique, on arrive à établir un suspect physiopathologique de l'insuffisance cardiaque aiguë. Alors, les signes de gravité sur ce SICA, quels sont-elles? Eh bien, c'est la tachypnée, avec une fréquence respiratoire supérieure à 30, ou au contraire, la bradypnée qui signe la fatigue du patient avec des pauses respiratoires jusqu'à l'arrêt. Tous les signes de Luc, les signes d'hypoxémie, et puis les signes d'hypercapnie que l'on peut trouver dans les œdèmes pulmonaires. Ce n'est pas réservé au BPCO. Alors, voilà pour un premier point sur les... Un premier point sur la... Comment dirais-je? Sur l'aspect des différents syndromes d'insuffisance cardiaque aiguë. Du coup, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première partie? Oui, ben, écoute, merci. D'abord, merci d'avoir tenu les timings et je suis sûr qu'il y a plein de questions. Alors, juste, ne te lance pas trop pour l'instant dans CHAMP et dans MASH parce que l'ESC va rajouter des petits trucs. Ah. Il y a entre autres infection qui n'y est pas. Donc, voilà, ils sont en train de partir sur un truc qui s'appelle CHAMPIT. Mais bon, on va voir. Mais une fois que la version anglaise sera bonne, je suis sûr que tu trouveras une bonne version française. Est-ce qu'il y a des commentaires sur... Est-ce que vous, dans votre pratique, c'est surtout ça qui est important, est-ce que vous, dans votre pratique, vous voyez immédiatement ces différences de scénarios et est-ce que ça vous aide, sachant que ce qui est important, effectivement, dans ta diapo longitudinale, là, il faut bien expliquer aux jeunes, c'est qu'il y a voilà, celle-ci, c'est qu'il y a des tableaux qui sont fréquents et des tableaux qui ne sont pas fréquents. Parce que malheureusement, les jeunes, ils apprennent et ils n'ont pas vu. Et tu as raison, les 3 premiers, en l'occurrence, là, sont quand même ce que vous voyez le plus fréquemment. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Ah oui, sur les travaux qui avaient été faits, on le revoit, attendez, sur celle-là, voilà, sur les travaux de Lichtenstein, c'était ça, c'est vraiment 90% des insuffisances cardiaques aiguës, c'est une origine hypertensive ou une décompensation d'insuffisance cardiaque chronique. Et dans votre pratique, est-ce que ça colle? Est-ce que la pratique, parce qu'on peut imaginer qu'en fonction des... On est quand même une zone à précarité élevée, donc on peut imaginer qu'on va plutôt voir des grosses hypertensions que des décompensations d'insuffisance cardiaque chronique. Est-ce que ces ratios-là, c'est vraiment des... Ça ressemble un peu aux ratios que vous avez au SAU ici? Oui, clairement, ça ressemble. On a quand même une petite partie de population âgée, en plus des populations précaires, mais je dirais que la majorité des insuffisances cardiaques qu'on peut voir dans les urgences sont quand même des patients relativement âgés. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais on est quand même dans la majorité d'un plus de 65 ans. Oui, c'est Eric, est-ce que je peux dire un petit mot? Même Deux petits mots là. Et ce que je trouve très intéressant dans ce type de présentation, c'est que quand on voit dans la pratique qu'on a au lit du malade, et je parle notamment avec nos jeunes étudiants, nos externes, c'est justement de sortir un petit peu de ce qu'il y a dans les bouquins et je trouve que trop souvent, on a ce réflexe OAP égale ASILX. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce que vous présentez là, c'est justement de changer un petit peu cette espèce de réflexe binaire on a, de voir que finalement, sur plusieurs mécanismes différents, le traitement et l'approche thérapeutique différentes. Et avec ou sans écho, parce que c'est vrai qu'on a quand même de très bons échographistes aux urgences, c'est que je trouve que ça permet justement d'adapter la stratégie. Et je trouve que ça se reflète pas mal sur ce qu'on a, mais par contre, on voit bien la... Alors, je te répondrai, Eric, en disant, alors c'est un truc qu'il ne faudra jamais redire à mes anciens assistants de l'hôpital d'Évreux, c'est l'important, c'est la clinique. Voilà, pourtant je ne disais pas le pro de la clinique, mais ouais. En fait, l'important, c'est la clinique avant les examens biologiques, avant l'échographie, avant tout. Déjà, rien en voyant le patient en 5 minutes, pratiquement dès l'accueil, dès l'IOA, on sait déjà, dans une majorité des cas, de quel type d'insuffisance cardiaque il s'agit. Et du coup, comme tu disais, avant de faire le LASIX, déjà comprendre le mécanisme pour pouvoir traiter au mieux la cause.
Bon, Arnaud, parce que on m'a demandé de faire la montre suisse. Là, c'est le temps de passer au deuxième topo. Alors, du coup, c'est toujours moi. Alors, du coup, les différents examens complémentaires qu'on peut référencer dans le SICA, voilà, il y a 4 catégories, l'électrocardiogramme, la radiographie pulmonaire, la biologie et l'échographie. Alors, l'électrocardiogramme, il doit être systématique, il doit être précoce, il doit être répété, parce que ça va permettre de mettre en évidence les troubles du rythme, même si on est dans la 3e cause, on va dire, d'anomalie, enfin de physiopathologie du SICA, avec les troubles du rythme. C'est la découverte de la FA, c'est la découverte d'une anomalie, d'une cardiopathie sous-jacente. Et puis, voilà, de temps en temps, dans quelques pourcentages, on va tomber sur l'infarctus. Vous voyez, en fait, les travaux de Wang en dessous nous montrent que cette modification de l'ECG, elle est importante dans le SICA, et vraiment, c'est l'examen qui est fait rapidement, qui est fait facilement, surtout quand on met des ECG, si dérivation à l'accueil des urgences, directement dans les mains des infirmières d'accueil. Alors, la radiographie pulmonaire, classique de l'EAP, classique de cardiologie. Alors, personnellement, je n'ai pas encore tout compris de quoi ça pouvait bien servir. Vu que généralement, elle est faite en position demi-assise, directement sur le brancard, dans le box, avec une qualité qui est quand même excessivement loin de la radiographie pulmonaire standard, telle qu'on doit la décrire, debout, de face, bien orientée, etc. Souvent, nos radios pulmonaires, clairement, il n'y a pas d'autre mot, elles sont pourries et totalement ininterprétables. Et puis en plus, le pire, c'est qu'il y a un décalage radiologique. Quand on a un OAP flash, eh bien, on a une radio pulmonaire qui est strictement normale. Alors, théoriquement, on devrait rechercher tous les petits signes là, que je vous ai mis, qui sont ceux de la théorie. Mais ça, c'est bien sur une radiographie pulmonaire qui est correctement faite. Et je l'avoue, je l'ai fait plus d'une fois, de faire la radiographie pulmonaire en montant le malade en musique. Sur la route, parce qu'en fait, techniquement, il ne servait pas à grand-chose sur la prise en charge du patient. Alors, il y a des examens, l'échographie. L'échographie, elle va permettre de classifier le type d'insuffisance cardiaque avec les règles de Simpson, mais la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on l'a fait? Eh bien, le SC 2016 recommande une échographie transthoracique dans les 48 heures, immédiatement en cas de choc. Mais si le patient n'est pas en choc, il n'y a techniquement pas forcément urgence à faire une échographie transthoracique aux urgences. En plus, ça ne permet pas d'être sur le diagnostic, puisque si vous avez une fraction d'éjection conservée, eh bien voilà, votre échographie, elle a une fraction d'éjection conservée, bon, voilà, mais c'est quand même un SICA. Cette performance diagnostique, en plus, elle est limitée par 3 éléments qui sont l'échogénicité du patient, on le sait tous, hein, c'est très très variable. Il faut un opérateur qui soit entraîné, hein, l'échographie transthoracique, ça ne s'invente pas, il faut en faire tout le temps. Et puis, il y a aussi le coût du matériel. Pour faire l'échographie transthoracique, il faut quand même des échographes de haute qualité. Et des échographes, donc, qui sont chers. Et c'est pour ça que, alors ça, c'est plus un avis personnel que une recommandation, mais pour moi, l'échographie transthoracique, c'est le rôle du cardiologue. Par contre, l'urgentiste peut utiliser l'échographie. Mais ce n'est pas forcément l'échographie transthoracique qui a le plus de plus-value. L'échographie pleuropulmonaire, elle, par contre, c'est une échographie qui est simple, qui s'apprend rapidement, qui fait beaucoup mieux que la radiographie standard. Au lieu de faire des radiographies pulmonaires qui ne servent à rien, faisons des échographies pleuropulmonaires à nos patients pour qui on suspecte un SICA. Vous voyez, en fait, ça permet, cette échographie pulmonaire va permettre de mettre en évidence les lignes B, hein, avec cet aspect en queue de comète qui sont typiques, comme vous les voyez là sur la photo. Et bien ça permet un vrai diagnostic. Et l'étude de Price qui a été faite en 2007 confirme ces éléments. L'échographie pleuropulmonaire est plus simple et a une meilleure efficience que la radiographie pulmonaire. Donc faisons l'échographie pleuropulmonaire et laissons l'échographie transthoracique au cardiologue. Alors en termes de biologie, alors selon les études c'est un peu différent. Mais certains disent que globalement le T-pro-BNP, le BNP, le seuil pour la certitude du diagnostic, c'est douteux. Dans les recommandations de l'OSC, on considère que la VPN est de 99%. Si le BNP ou le T-pro-BNP sont normaux,
eh bien, on a une absence de SICA. Attention, c'est un problème qui est souvent fait en médecine, c'est qu'on ne nous apprend pas bien la biologie, et globalement, on ne fait pas forcément bien la différence sur les différentes cinétiques de biologie. Je rappelle que NT pro BNP, le seuil est variable en fonction de l'âge. Donc, regardez bien sur les feuilles de biologie, notamment quand vous avez des biologies qui arrivent de ville, s'il s'agit de BNP ou de NT pro BNP. N'oubliez pas aussi que ces molécules, qui sont synthétisées par le ventricule gauche quand il est sous pression, vont avoir une cinétique qui vont être différentes. La demi-vie d'un BNP, ça va être 20 minutes. La demi-vie d'un NT pro BNP, ça va être 40 à 60 minutes. Et puis, vous avez des seuils d'exclusion du SICA qui sont différents, selon que les patients souffrent d'insuffisance cardiaque aiguë ou d'insuffisance cardiaque chronique. Vous voyez, sur ceux qui souffrent d'insuffisance cardiaque aiguë, on est à 100 picogrammes pour le BNP et 300 pour le NT pro BNP. Alors, par contre, ces molécules elles ont un immense intérêt, c'est sur l'intérêt pronostique. On l'a prouvé dans cette étude de Meaux qui est sortie en 2007, qui n'est pas vraiment le tout dernier cri de l'étude, mais on a montré que lorsque on utilisait ce BNP comme facteur pronostic associé à un algorithme, eh bien on diminuait les facteurs de réhospitalisation des patients qui étaient passés aux urgences. Et c'est probablement là où ça sert le plus, c'est de pouvoir dépister quels sont les patients qui sont à risque de revenir aux urgences et donc qui il faut hospitaliser. Mais pour ça, il faut des algorithmes qui soient reconnus et validés par les établissements. Ne pas oublier que ces molécules, elles ont plein d'éléments qui vont pouvoir les aider. Vous voyez là, sur les causes cardiaques, bon, ça tombe bien, l'insuffisance cardiaque augmente le BNP pour un BNP, on est sauvé. Mais il n'y a pas que ça. L'infarctus, l'embolie pulmonaire, les myocardites, les contusions cardiaques, les cardioversions, enfin, tout ce que vous voulez. Et puis le pire, c'est qu'il y a des autres causes non cardiaques. Les patients âgés, les hémorragies subarachnoïdiennes, les anomalies, les insuffisances rénales fonctionnelles. Voilà, enfin, je ne vous refais pas toute la lecture, mais vous voyez, il y a plein d'éléments qui vont modifier ce BNP. Bien, on a le même problème, on rencontre le même problème dans beaucoup de prescriptions, notamment, alors, je suis désolé pour vous, avec les internes, qui ont tendance à prescrire du BNP dédimère à fond les ballons, sans se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va augmenter le dédimère? Et bien, c'est exactement la même chose pour le BNP. Quand on prescrit un BNP, il faut savoir quels sont les éléments qui vont être limitants dans votre prescription du BNP parce qu'elles vont modifier leur seuil sérique. Et le BNP est réduit chez les patients obèses. Et puis, toujours sur le problème de cette OAP flash, non seulement il y a une radiographie pulmonaire, mais en plus, il peut avoir une biologie qui est strictement normale avec un BNP qui est normal dans l'OAP flash. Donc, j'en reviens, l'important, c'est la clinique et puis un peu l'échographie. Alors, les traitements, j'en parle pas. Alors, quelle orientation pour ces malades? Eh bien, là, je sors un peu des examens, je reprends la première partie du. Encore 1 minute. Parfait. Eh bien, voilà, s'ils sont instables, eh bien, ils vont en soins intensifs, cardiologiques ou réanimation, parce qu'ils nécessitent de la ventilation, ils nécessitent une intubation, ils nécessitent la prise en charge d'un choc. Ils peuvent être hospitalisés dès lors qu'ils présentent des symptômes persistants de SICA avec les 4 éléments qui ont été recommandés par l'OMS, c'est-à-dire la présence d'une hyponatrémie, d'une insuffisance rénale aiguë, d'une augmentation des neutrophils et d'une élévation de la troponine. Et puis, ces patients, ils peuvent, dans un certain cas, sortir. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'outil réel de tri pour l'ambulatoire. Et ce qui est surtout important, c'est de mettre en place une filière de suivi et de la télésurveillance. Et bien sûr, comme je suis le référent de nouvelles technologies, je ne peux pas vous parler de télésurveillance sans parler de l'étude OSICA, voilà, qui a été faite à Bordeaux, je crois, avec Air Liquide qui a sorti le Chronic Care Connect, qui est en gros une tablette, une balance, un oxymètre et un thermomètre. Et bien, tous les jours, le patient il doit se poser à la même heure, dans la même tenue, et puis remplir ces 8 items. Et bien ça, on a prouvé que ça diminuait le taux de réhospitalisation des patients. Et ben voilà. J'ai tenu la minute. Bah, écoute, merci beaucoup. Alors, tu as notre collègue Stéphane, qu'on remercie de s'être connecté, dit « Oulala, 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 la radio du thorax, moi je suis très favorable parce que régulièrement, fréquemment, dit-elle, en tout cas pas si rare, il peut y avoir une pneumopathie associée à l'OAP, ou en tout cas peut-être comme facteur déclenchant de l'OAP. Qu'en penses-tu » Voilà. On va avoir souvent d'autres signes. Et à l'échographie, sur la ligne pleuropulmonaire, enfin, à moins qu'on ait effectivement pas de chance d'avoir la pneumopathie parfaitement bilatérale, mais il va y avoir une asymétrie à l'échographie pulmonaire.
Il y a un côté où il va y avoir un foyer, enfin, on va avoir un foyer de condensation d'un côté et pas de l'autre. Ok. Bon, on va être obligé d'avancer. Je suis désolé pour qu'on reste dans le timing. Stéphane, tu prends le relais avec le traitement? OK. Ce que je disais pour la radio pulmonaire, c'était pour ne pas la jeter complètement à la poubelle, que l'écho pulmonaire, c'est très bien, c'est un très très bon outil, malheureusement qui n'est pas d'utilisation totalement encore répandu à 100% parmi toutes les équipes. Donc, surtout le Chez les message cardiologues, pour... chez les urgentistes, c'est vrai que maintenant, c'est devenu partout dans le monde, hein. Mais nous, De enfin, les plus en plus cardiologues, en cardiologie, oui, assez peu, et on reste un peu old-fashioned où c'est les diagnostics de pneumopathie. Par contre, là où je te rejoins complètement, c'est sûr que si le patient ça n'a pas à être fait dans l'heure, ça peut être fait, on a 24 heures quand même pour le faire et pour avancer. Arnaud, Alors, tu connectes, on est parfait. À toi, Stéphane. voilà, donc merci beaucoup pour l'invitation à participer à ce staff. Donc, vous m'avez demandé de revoir les médicaments qui ont eu un impact sur la survie. Suivante. Donc, tout d'abord, quand on parle de traitement, on parle de rechercher une cause. Arnaud l'a dit tout à l'heure, la priorité, bien, ça va être, lorsqu'on identifie la décompensation cardiaque aiguë, ça va être de trouver une étiologie et de trouver une étiologie curable. Pourquoi? Diapositive suivante, c'est que c'est le traitement qui a montré l'efficacité sur la survie, c'est le traitement de la cause. Suivante. Donc, c'est ce fameux CHAMP où ce sont principalement les traitements de ces étiologies qui vont permettre de reverser complètement le pronostic. En premier lieu, un biais d'interprétation, évidemment, c'est le syndrome coronaire aigu à l'origine de la décompensation. Ça va être la revascularisation immédiate et c'est même un critère pour agir de manière encore plus précoce lorsqu'il n'y a pas de sus-décalage du segment ST pour revasculariser le patient et le revasculariser dans les meilleures conditions avec le traitement médicamenteux antiagrégant, anticoagulant, mais parfois, lorsque la décompensation est au premier plan, l'intubation, la ventilation. Mais le topo sur la ventilation sera après. Le traitement de l'hypertension artérielle, là aussi, va être primordial pour stabiliser le patient. Et avec une diminution qui doit être contrôlée de cette pression très rapide, il faut faire diminuer d'au moins de 25% les chiffres tensionnels de tension immédiatement et après de manière plus mesurée. Le contrôle du rythme, une FA qui est mal tolérée, c'est une indication à la cardioversion électrique. Lorsqu'il y a une complication mécanique, eh bien, dans ces cas-là, c'est des patients qui doivent être adressés rapidement en urgence en chirurgie avec un support hémodynamique. Ce sont encore les rares indications du lavement de contre-pulsion pour les adresser aux chirurgiens. Et puis, évidemment, l'embolie pulmonaire qui est mal tolérée avec une instabilité hémodynamique sévère. Ce sont des indications de discussion, de thrombolyse immédiate, voire de prise en charge interventionnelle. Diapositive suivante. Au-delà de ces traitements étiologiques, il y a les conséquences avec la surcharge et éventuellement l'atteinte sur la perfusion. Et donc, c'est l'identification, les différents tableaux dont a parlé Arnaud tout à l'heure, entre est-ce qu'il y a de la congestion, est-ce qu'il y a un défaut de perfusion qui sont associés. Et je trouve vraiment extrêmement instructif ce tableau des recommandations 2016 de l'ESC qui permet de bien catégoriser et de cibler de manière encore plus fine les traitements et l'ordre des traitements. En ce qui concerne, diapositive suivante, les preuves apportées par les différentes classes thérapeutiques, on va les revoir ensemble. La première, et je dirais la seule, je pourrais presque m'arrêter après cette diapo, qui a un niveau de preuve satisfaisant dans le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë, eh bien, ce sont les diurétiques de Lens qui ont montré une efficacité et qui permettent de traiter. Donc, Eric en parlait, c'est le Lasix notamment. Donc, ce n'est pas de Lasix pour tout le monde, mais c'est le traitement qui permet d'améliorer
l'évolution et le pronostic de ces patients avec un niveau de preuve. Vous voyez, c'est intermédiaire. Hein. Là, c'est du 1C. Et en ce qui concerne les doses, eh bien, c'est l'étude de dose, justement, qui a montré qu'il ne servait à rien de donner des fortes doses initialement. Forte dose, c'est quoi? C'est en IV 2,5 fois la dose habituelle pour les patients qui sont préalablement traités. Donc, c'était les 80-120. Ça servait simplement à accélérer un petit peu la réponse, mais c'était au prix d'une dégradation de la fonction rénale. Donc, le diurétique de Lens à dose modérée, ça ne sert à rien de partir sur des fortes doses. Et puis, on peut le faire soit en bolus, soit en perfusion continue. Il n'y a pas de différence. Le tout, c'est de s'adapter, de monitorer très étroitement la réponse du patient en termes de signes cliniques, en termes de poids et surtout la tolérance biologique en contrôlant la fonction rénale. Ensuite, pour les autres classes médicamenteuses, on a beaucoup moins de preuves. Tout d'abord, les vasodilatateurs, donc le Risordan. Eh bien, là aussi, vous voyez que le niveau est moins bon. Tout de suite, on descend, on n'est plus qu'à du 2A. Pas de preuve évidente, pourtant une physiopathologie qui semblait extrêmement claire et limpide. Ça permet de diminuer la précharge, diminuer la post-charge et ça permet d'améliorer la précharge. Intéressant lorsque le patient est hypertendu et absolument non indiqué lorsque la tension est inférieure à 90 mm de mercure. Donc, on l'utilise avec un niveau de preuve qui est beaucoup moins fort que les diurétiques. Diapositive suivante. Les vasopresseurs, eh bien, les vasopresseurs, là encore, on diminue le niveau de preuve, le niveau d'études randomisées qui ont montré leur efficacité. Si, évidemment, il y a un niveau de pression et on a l'impression que c'est la vasoplégie qui est au premier plan dans les tableaux décrits par Arnaud tout à l'heure, eh bien là, un intérêt plutôt pour la noradrée plutôt que la dopamine. On a maintenant ce papier qui commence à dater un petit peu de 2010 qui montrait que la dopamine est bien dans la plupart des tableaux de choc. Donc, c'est certaines formes d'insuffisance cardiaque aiguë, mais la dopamine, ben, ça fait beaucoup moins bien que la noradrée. Donc, oui pour la noradrée, mais avec un niveau moindre. La seule recommandation de classe 1 que l'on a, ben, c'est qu'il faut monitorer ces patients lorsque l'on met sous vasopresseur. Ça semble une évidence, mais il faut avoir une artère, une pression sanglante continue avec une surveillance du scope également en continu. En ce qui concerne les inotropes, eh bien, là encore, pourtant, on a envie d'y croire sur la Dobus, sur le lévosimendan, on l'utilise et pourtant avec des niveaux de preuve qui sont bien moindres encore. Des études randomisées, quel inotrope utiliser, la Dobu, le Levo, eh bien, c'est très partagé et pourtant on y croit encore. Il y a encore des études qui sont menées actuellement, qui sont en cours de randomisation pour pouvoir évaluer, comparer. Alors, on essaye de cibler de manière un petit peu plus fine la population à traiter. On s'est dit que l'insuffisance cardiaque aiguë tout venant, eh bien, c'était problème à une question d'hétérogénéité de population, donc des études plus ciblées sur la décompensation, le choc cardiogénique post-infarctus, c'est en cours. On n'a pas la réponse. On les utilise dans des tableaux de défaillance hémodynamique où il n'y a pas que la surcharge, mais il y a aussi de l'hypotension malgré un remplissage adapté. Diapositive suivante. Encore 1 minute, Stéphane. J'y arrive. Un
un tableau de consensus d'experts sur l'utilisation de ces agents inotropiques et vous voyez bien que ces agents inotropes, c'est du consensus d'experts. Je dirais c'est un petit peu du bon sens. Eh bien, les inotropes sont indiqués dans le champ cardiogénique. Oui, bien sûr. S'il y a un choc hypovolémique, aucun intérêt, c'est contre-indiqué. Et le choix des inotropes, la dobutamine reste une première ligne de traitement. La DOPA, maintenant, a été recalée de manière très, très large. D'ailleurs, nous, dans nos chariots, nous n'en avons plus. On va passer à ma dernière diapositive sur les messages. Eh bien, le message est très simple. Il est vraiment essentiel de déterminer la cause et le profil hémodynamique du patient en termes de surcharge, en termes de vasoplégie, vasoconstriction, pour pouvoir adapter le traitement. Le traitement étiologique, c'est le seul qui ait fait sa preuve dans la diminution de la mortalité chez les patients présentant une insuffisance cardiaque aiguë. Monitorer, évidemment, lorsque l'on étiquette insuffisance cardiaque aiguë, ce sont des patients qui doivent être scopés, qui doivent avoir une évaluation extrêmement rapprochée. Et puis, en termes de quels sont les médicaments qui ont fait leur preuve, eh bien, à part les diurétiques qui ont une littérature largement en faveur, il y a encore beaucoup de controverses et des études donc en perspective pour cibler au mieux les populations cibles. Merci Stéphane. Une question d'Éric Revu. Y a-t-il de la place pour le test Natispray, sous la langue j'imagine, avant de lancer le seringue électrique de dérivés nitrés? Alors, déjà, ma première question, est-ce que vous l'utilisez, vous, aux urgences? Je réponds à une question par une autre question. Oui, on l'utilise aux urgences dans certaines conditions, pas systématiquement. C'est justement dans les conditions où on se pose la question de passer des dérivés nitrés. On faisait le test un petit peu pour le voir et après on le lançait, mais pas du tout de manière systématique. Oui. Est-ce que ma question, c'est est-ce que vous utilisez parce que est-ce que ça va changer votre stratégie à partir du moment où tu as un patient qui a des signes congestifs, qui est hypertendu, même s'il ne répond pas immédiatement au test, est-ce que le test est inutile? Il ne répondra pas parce que le test est inutile, parce que la dose n'était pas suffisante, parce que le délai d'évaluation était peut-être trop court. Donc, dans la mesure où tu as une bonne évaluation du profil du patient, est-ce que ce test va changer ta stratégie? Bon, on va avancer en tous les cas. Merci beaucoup Stéphane. Pour ceux qui sont intéressés par les dérivés nitrés, vous avez peut-être vu Jonathan Freund et plein de personnes, dont ceux de Larry Boisière et le JAMA qui est sorti il y a quelques mois, qui montre finalement peu d'effets sur la mortalité des dérivés nitrés sur l'insuffisance cardiaque aiguë. Alors, prochain topo, c'est Aymen Mrad, supériorité d'un mode ventilatoire non invasive. Voilà, donc on va prendre plein de choses. Aymen, tu es prête? Bonjour, oui, je suis prêt. Je fais juste un partage d'écran. Voilà. Allez, c'est à toi. Merci. Merci de l'invitation pour parler des modes ventilatoires dans l'OAP. Donc, pour commencer, en fait, il faut qu'on définisse quelques termes parce que c'est un peu le flou. On parle de CPAP, de VNI pour parler de trucs qui sont pas tout le temps adaptés. En fait, on parle de ventilation artificielle. C'est un procédé ou un engin, en général un ventilateur qui permet de pressuriser et de cycler. Donc, c'est ça la ventilation artificielle. Et en fait, la ventilation artificielle, selon l'interface qui est utilisée, elle est dite invasive lorsqu'on va utiliser une sonde d'intubation ou une sonde de trachéotomie, et elle est dite non invasive lorsqu'on l'interface, c'est un masque, en général un masque facial ou un casque. Donc, voilà. Et dans la ventilation non invasive ou dans la ventilation invasive, théoriquement, tous les modes ventilatoires sont possibles. Mais dans la ventilation non invasive, les deux modes qu'on utilise
de loin le plus fréquemment. En anglais, c'est la CPAP et la traduction française, c'est la ventilation spontanée en pression positive continue. Donc, en général, on peut le faire par des trucs simples comme la CPAP qui utilise juste un masque et une valve. Et le deuxième mode ventilatoire qui est le plus utilisé, c'est le mode VS7-PEP, c'est la ventilation spontanée avec aide inspiratoire et PEP, qui est appelé en anglais Bilevel Non-Invasive Pressure Support Ventilation. Et les gens font une confusion. Donc, en général, on dit le patient il a bénéficié d'une VNI. En fait, pour dire qu'il a bénéficié d'une ventilation spontanée avec un aspiratoire et PEP en mode non-invasif. Et on utilise le terme VNI pour parler de ce mode. Et parfois même, le mode, il y a des gens qui utilisent le mode BiPAP, surtout pour des ventilations à domicile, pour parler de la même chose, de la VS7-PEP. Donc, parce qu'il y a deux niveaux de pression. Et ils disent le patient il est en BiPAP, alors que c'est juste pour parler de la VS7-PEP. C'est complètement différent du mode BiPAP qui est utilisé en réanimation, qui est un mode hybride entre la ventilation contrôlée en pression et la VS7. Donc, si on dit VNI, c'est l'interface. Ça veut dire on parle d'interface, mais il faut faire la différence entre VNI et VS7-PEP. Deuxièmement, donc, ce qui faire entre la CPAP et la VS7-PEP, en fait, pour la VS7-PEP, on va utiliser un respirateur qui permet de cycler. Ça veut dire on va déterminer un temps inspiratoire et un temps expiratoire, voilà, qui vont être déterminés par le patient, mais avec un trigger en inspiration et un trigger expiratoire qui est le cyclage. Alors que la VS avec une pression positive continue, donc c'est la CPAP, on va utiliser un dispositif qui va maintenir une pression continue tout le temps. Donc il faut faire la différence entre les deux modes. Et après, lorsqu'on met une PEP, ça veut dire on met une pression dans les alvéoles, à peu près 50% de la pression qui au niveau des alvéoles va être transmise dans le médiastin. Et cette pression qui est transmise vers le médiastin, elle va avoir des effets hémodynamiques et des effets respiratoires. Donc, pour les effets hémodynamiques, ça diminue la précharge biventriculaire, donc du ventricule droit et du ventricule gauche. Ça augmente aussi la post-charge du ventricule droit. Donc, les deux vont combiner, ils vont donner une baisse de la précharge du ventricule gauche. Voilà. Et ça diminue aussi la post-charge du ventricule gauche. Et ça permet aussi d'avoir des effets respiratoires. Donc, le fait de mettre une PEP, ça permet le recrutement alvéolaire, donc une homogénéisation des rapports ventilation sur perfusion et par conséquent, une augmentation de la PaO2. Donc, la PEP, elle a un double effet hémodynamique et respiratoire. Si on fait en plus de la PEP de l'aide inspiratoire, donc l'aide inspiratoire va augmenter le volume courant. Donc, elle va augmenter la ventilation alvéolaire, baisser la PCO2 et baisser le travail respiratoire. Voilà. Après, donc, la comparaison entre VNI et, avec un traitement médical standard versus un traitement médical standard seul. Donc, il y a énormément d'études et une littérature très, très riche, mais j'ai choisi une des dernières méta-analyse, donc une méta-analyse Cochrane de 2019 qui a comparé un traitement médical seul versus l'association d'un traitement médical avec une ventilation non invasive, que ce soit en CPAP ou en VS7-PEP. Et clairement, il n'y a pas photo, puisque dans tous les critères, donc, premièrement, la mortalité, l'association d'une VNI au traitement médical, donc elle réduit de façon significative la mortalité, quel que soit le milieu où on fait ça, que ce soit en réa, en USIC ou aux urgences, que le patient soit hypercapnique ou pas. Ça diminue le recours à l'intubation. Ça augmente ça permet une baisse de la PCO2, quel que soit le mode utilisé. Ça diminue la fréquence respiratoire de façon significative et ça augmente la PaO2 de façon significative. Donc, la question, est-ce que la VNI associée au traitement médical
elle fait mieux. Clairement, il n'y a pas de doute, ça fait beaucoup, beaucoup mieux qu'un traitement médical standard seul. Après, la deuxième question, est-ce qu'il vaut mieux utiliser un mode CPAP ou un mode VS7-PEP? Donc, pour ça, début des années 2000, il y avait une longue controverse parce que sur une première étude, Meta a montré que en fait, le fait d'utiliser en VS7-PEP par rapport à la CPAP, ça crée plus d'événements d'infarctus du myocarde. Donc, ça aggrave l'infarctus du myocarde. Et après, début des années 2000, une autre méta-analyse qui a repris d'autres études qui a montré la même chose. En fait, c'est le fait de mettre une aide inspiratoire, ça va majorer les pressions et ça va provoquer plus d'événements ischémiques myocardiques. Donc, il y avait plusieurs hypothèses. Donc, le fait d'utiliser des pressions plus élevées ou le fait de baisser brutalement la PCO2. Et à ce moment-là, donc, les gens étaient un peu réticents sur le mode VS-ED-PEP sur les OAP. Après, donc, il y a des études qui se multiplient et finalement, sur une méta-analyse de 2010 qui a inclus énormément d'études, donc Wang, il a montré que utiliser la CPAP ou le mode VS-PEP, il n'y a pas de différence sur le recours à l'intubation, il n'y a pas de différence de mortalité, il n'y a aucune différence dans l'événement d'infarctus du myocarde. Donc, il n'y a aucune différence entre les deux techniques. Et finalement, je reprends exactement le même message sur un éditorial dans l'Intensive Care en 1999 qui dit, donc, entre CPAP et VS-ED-PEP, il y a probablement aucune différence. Après, il y a... il reste une minute, s'il te plaît. Oui. Et après, la niche des patients hypercapniques. Donc, pour les patients hypercapniques, il n'y a pas d'études spécifiques. Et l'analyse des sous-groupes hypercapniques dans les différentes études, elle est un peu mitigée avec des résultats un peu controversés. Donc, ce n'est pas clair. Mais clairement, si on prend les décompensations de BPCO, donc on voit que la VNI, elle fait... en mode VS-ED-PEP, elle fait beaucoup mieux que le traitement conventionnel. Et finalement, donc, pour terminer, je reprends exactement les recommandations de 2006 qui sont toujours dans l'actualité. Donc, il faut faire de la VNI en mode VS-ED ou PEP chez le patient hypercapnique et en CPAP ou VS-ED-PEP chez le patient non hypercapnique. Et finalement, donc, la PEP, c'est un vrai traitement physiopathologique de l'OAP qui diminue les conditions de charge de ventricule gauche, donc il faut la faire. La VNI en mode VS-ED-PEP ou la CPAP, elle est clairement supérieure au traitement médical. Et qu'on utilise la mode VS-ED-PEP ou ou la CPAP, c'est la même chose, sauf probablement chez le patient hypercapnique. Voilà. D'après mon expérience, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais ici à la Rivoisière, on n'utilise pas ou très très peu la CPAP. On utilise toujours la VS-ED-PEP pour les OAP. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, peut-être c'est un choix de l'équipe, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais. En tout cas, super, merci beaucoup. Arnaud pose la question, et c'est vrai que c'est une question qui est souvent posée. Dans l'OAP, on va rester dans le cadre de l'OAP, dans l'OAP, l'Optiflow, est-ce qu'il y a eu des papiers, est-ce qu'il y a une indication, comment ça se passe? Oui, il y a un papier qui vient de sortir de fin 2020 où ils ont utilisé l'Optiflow dans l'OAP. A priori, ça marche, mais moi, sur le concept physiopathologique, personnellement, ça me pose un problème, le fait d'utiliser l'Optiflow, parce que c'est clair que l'idée, c'est d'apporter une PEP en général entre 8 et 10. L'Optiflow, il permet de générer que 2, maximum 3 de PEP. Donc, ce qu'on veut apporter dans les OAP, ce n'est pas l'oxygène, c'est la PEP. C'est la PEP qui va diminuer les conditions de charge du ventricule gauche et qui va le soulager. Donc, comme ça, il y a quelques papiers qui commencent à sortir qui disent oui, il peut y avoir de l'intérêt. Mais moi, je reste réticent sur
de la physiopathologie, en fait. J'ai besoin d'une PEP à 10 ou à 8 et l'Optiflow, clairement, il n'est pas capable de générer des PEP aussi élevés, quoi. Merci beaucoup, bravo pour ton topo. Et maintenant, on a Adrien qui va finir le banc avec une question qu'on lui pose, c'est savoir quand intuber, quels critères prendre en compte. Alors, je ne sais pas qui va mettre les diapos d'Adrien, mais ça ne saurait tarder, j'imagine. Alors, attendez. Tac. Normalement, vous voyez. Oui, parfait, c'est à toi. Bonjour à tous, donc, je suis chef de clinique Henri Ahmed et je vais discuter de… attendez, excusez-moi, merci. Pardon, c'était mon deck. Donc, je vais parler un petit peu de l'intubation dans l'insuffisance cardiaque aiguë. La question déjà, pourquoi est-ce qu'on intube? Bon, on connaît un petit peu hein, les trois grandes raisons. Ça va être protéger les voies aériennes supérieures, donc quand le patient ne peut plus le faire, assurer la ventilation et l'hématose quand ça commence à être un petit peu trop compliqué pour le patient, et aussi permettre une anesthésie générale pour faire certains gestes qui parfois ne peuvent pas être faits autrement. Les indications qu'on retient habituellement en urgence à l'intubation, peu importe les causes, ça va être le trouble sévère de la conscience. Alors là, il y a un score de Glasgow à 11, en général, on retient plutôt 8. Une apnée et des troubles du rythme ventilatoire, quand le patient commence à être clairement épuisé, avec une tachypnée supérieure à 40, certains retiennent même 35 parfois. Un tirage, une ventilation paradoxale abdominale, une hypopnée, donc quand vraiment il y a des signes d'épuisement diaphragmatique, un état de choc associé ou des troubles du rythme cardiaque mal supportés, où on va quasiment s'approcher aussi en fait des arrêts cardio-respiratoires. On peut aussi le faire, donc, comme je disais, pour encadrer un geste, une endoscopie quand le patient a un saignement actif. Souvent, on nous demande que le patient soit intubé pour pouvoir faire le geste. Quand il va y avoir une chirurgie imminente et que voilà, le patient, dans tous les cas, sera intubé et donc ça va permettre de l'encadrer et de l'emmener sereinement jusqu'au bloc opératoire. Et puis, parfois, peuvent se discuter des intubations pour réaliser des examens d'imagerie qui sont indispensables, mais avec un patient qui est non compliant, trop agité ou trop limite sur le plan ventilatoire pour pouvoir réaliser le geste sereinement. La question spécifique sur l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est de savoir est-ce que finalement c'est les mêmes conditions que pour tout le monde ou est-ce qu'il n'y a pas des spécificités, et à savoir est-ce qu'on ne peut pas pousser un petit peu entre guillemets les indications, parce qu'on l'a vu, les traitements médicamenteux ont une action qui est assez rapide avec une amélioration rapide. Il peut y avoir une transformation du patient une fois qu'on lui a administré de la PNI, que ce soit au moins de la CPAP, voire de la VSZ pour les patients hypercapniques. Mais tout ça, ça sous-entend quand même que le patient est surveillé de très près parce qu'il est quand même très précaire et que si on cherche à pousser un peu les indications pour laisser le temps aux différents traitements de faire effet, il faut l'avoir clairement sous les yeux. La question va, je pense, plus se poser selon aussi l'étiologie de l'OAP quelque part. Pour un OAP ischémique, on l'a vu, l'important c'est la coronarographie en urgence. Un patient qui est en détresse respiratoire, qui a du mal à s'habituer rapidement à la VNI, risque de très mal tolérer le décubitus dorsal strict et donc peut se discuter de l'intuber de prime abord pour pouvoir réaliser le geste, quitte à l'extuber assez rapidement une fois qu'on a pu déboucher la coronaire coupable, voire le garder intubé en prévision des éventuelles complications quand, par exemple, c'était un tronc commun ou une IVA proximale et qu'on a peur d'avoir un trop gros pourcentage de myocarde sidéré.
Autre présentation, l'OAP hypercapnique, on en a parlé. Donc, ces patients qui pourraient éventuellement bénéficier plus que de la CPAP, de la VNI à proprement parler. Là, se pose aussi la question en fait de pourquoi le patient est hypercapnique. Est-ce que c'est un patient qui a des antécédents respiratoires connus ou fortement suspectés? Au premier lieu, la BPCO, un patient qui va arriver avec des bicarbonates déjà à 35. On va peut-être se dire que bon, en fait, son hypercapnie, il peut la tolérer et la VNI va vraiment l'aider. Ou alors, est-ce qu'il est hypercapnique comme un asthmatique? C'est parce qu'il est déjà au bout du rouleau et pré-mortem. Et dans ce cas-là, il ne faut pas essayer la VNI et l'intuber d'emblée. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut pouvoir réfléchir rapidement sur pourquoi le patient est hypercapnique. L'OAP hypertensif, la question va être aussi, est-ce que le patient pisse? Parce qu'un patient qui est anurique, on va bien dilater les vaisseaux, on va réussir à diminuer finalement, améliorer les charges du VG, mais s'il ne pisse pas, au bout d'un moment, on risque d'avoir un problème. Et la question, ça va être de le dialyser. Et le dialyser, c'est bien, mais encore faut-il qu'il tienne le coup jusqu'à ce que le cathéter soit posé, que la dialyse soit lancée et qu'il faut qu'il soit déjà dans un centre où on peut dialyser. Donc, peut-être parfois devoir l'intuber pour pouvoir l'emmener vers un centre où on pourra faire la dialyse. Pareil, certains patients qui peuvent avoir des contre-indications à certains médicaments, peut-être que l'intubation peut permettre de passer le cap. Donc l'OAP annuaire qu'on a parlé, c'est que voilà, on va avoir l'indication à la dialyse et donc là, le patient, on lui a fait le Lasix, au bout d'une heure, il n'a toujours pas pissé, il faut se poser vraiment la question de l'intuber. Au final, bon, il n'y a pas grand-chose d'incroyable sur l'insuffisance cardiaque aiguë. Pardon, c'était sur la version qui est sur le PC, pardon, mais il y a un choc associé, évidemment, se pose la question encore plus vite. Si c'est juste un fond de dobutamine, on peut, pareil, essayer de pousser un petit peu, mais quand on commence à voir qu'à l'échographie, vraiment, ça va plus, qu'il faut de la dobutamine, qu'il commence à être hypotendu, il faut mettre de la noradrénaline. Pareil, il vaut mieux l'intuber trop tôt que trop tard. Quand on cherche à pousser un peu les indications, il faut avoir le patient en permanence sous les yeux, donc c'est-à-dire que ça se fait soit aux urgences, au déchocage, avec les médecins qui voient tout le temps, ou alors en USIC ou soins continus, réanimation. Et voilà, parfois un patient qui tolère relativement bien, mais qui va avoir besoin d'un geste qui va être un peu long comme la coronarographie, l'intuber pour qu'il tolère bien le geste, le faire dans des conditions sereines et encadrer la suite. Donc voilà, je me suis servi des principales sociétés savantes qui s'en occupent. Merci. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah, écoute, c'était très clair et tu as bien fait d'appuyer sur les points qui sont importants, c'est-à-dire le faire à ce moment-là, ne pas trop tarder. Donc, c'était des bons messages. Mais écoutez, on a 1 ou 2 minutes de discussion. Je suis désolé, hein, je pense qu'on a tous aussi d'autres réunions. Il faut qu'on aille se connecter. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions? Je pense qu'on a vraiment fait une belle overview. Et j'espère que cet enregistrement pourra être On a une question aussi. Vu et revu par des urgentistes, par des jeunes, hein, Eric disait tout à l'heure. Oui, alors, qu'est-ce que vous avez comme question, Adrien? J'ai une petite question par rapport aux modalités d'administration des dérivés nitrés. Oui. Moi, personnellement, ce que je fais, mais bon, c'est sur une vieille étude peut-être, c'est qu'au début, je fais des bolis de dérivés nitrés de Risordon de 2 à 3 mg toutes les 3 à 5 minutes. Et pendant 15 minutes, mais en général, le patient, avec du furosemide, il est transformé après ça sur des OAP hypertensifs, je parle. Hein. Sur des OAP hypertensifs, j'administre des bolis de 2 à 3 mg de toutes les 3 à 5 minutes. Au bout de 3, 4, 5 bolis, le patient il va beaucoup mieux en termes de symptomatologie. Je ne sais pas, est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude? C'est ce qui est préconisé par l'ESC. Hein. Dans l'ESC, il y a exactement dit ça. Alors, il y a écrit, je crois, 1 à 2 mg en bolus à répéter jusqu'à ce que la pression artérielle systolique baisse de 30%, pas plus.
Et ensuite, on dit que la dose qui a été donnée en bolus, par exemple, je ne sais pas moi, 3 mg, 6 mg, 8 mg, 9 mg, on donne cette dose-là par heure pour les heures qui suivent. Les choses vont, je vous le dis, hein, vous verrez au mois d'août, les guidelines de l'ESC vont sortir sur l'insuffisance cardiaque aiguë et vous verrez que suite aux 2 grands papiers sortis dans JAMA, donc celui Elisabeth que vous connaissez très bien et l'autre fait par l'équipe de Bâle en Suisse il y a 1 an, qui montre que sans cibler chez les malades qui ont des grosses crises hypertensives, en prenant l'insuffisance cardiaque habituelle, les dérivés nitrés n'améliorent pas la survie. Donc, on a gardé une indication, c'est celle que tu évoques, qui est le malade qui vient avec des grosses pressions artérielles, avec le protocole que tu évoques là. Donc ce que tu fais, c'est la bonne attitude. Est-ce qu'il y a une autre question? Eric, tu veux dire le mot de la fin? Oui, merci beaucoup. Un très grand merci à vous en tout cas. C'était absolument super, c'est très clair. Bon, en tout cas, on a bien appris et vraiment les jeunes, là, vous êtes bien défoncés pour faire des beaux topos. Et en tous les cas, si des jeunes étudiants, des jeunes internes de toute spécialité peuvent accéder à cet enregistrement, ils apprendront énormément. En tout cas, bravo à tous et bonne fin d'après-midi. Merci de nous mettre dans les blogs, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup.